Hey tout le monde, c'est pour la HDV contre le harcèlement. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e jour, donc la 5e vidéo. J'espère que vous allez bien, franchement. Là, et quelque chose de très important que je vais vous dire, la vidéo de samedi va arriver pendant la soirée, vers 19h je pense. Ça n'est que, bah voilà quoi. Et que, et je ne sais pas s'il y a même tenu comme décor, c'est que j'ai tourné cette vidéo là et celle du samedi le même jour et donc à la suite. Donc voilà. Saleté de moto. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel univers globalement qui a été écrit. Dans la vidéo, vous le voyez là sous vos yeux. Il s'agit de la série de livres Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors moi personnellement j'ai découvert ça quand j'étais à la bibliothèque de ma ville donc. Plus tard j'ai découvert le livre et durant cette année, je crois si je ne me trompe pas, j'ai découvert l'adaptation en série qui a été faite. Là bientôt la 3e saison va sortir. Et c'est vraiment, en dehors de quelques différences, menus différences, c'est du tout bon quoi. Et bon, il y a peut-être une chose que je reproche à cette série, mais franchement, sinon globalement, c'est du tout bon. Les personnages, ils sont respectés à fond. Les histoires, à quelques différences aussi près, elles sont respectées. Il y a quoi d'autre encore? Mais voilà, globalement, ça marque tous les bons trucs. Le comte Olaf, Violette, Klaus et Prudy, chacun et tous les autres personnages que l'on connaît, ainsi que le chapeau, sont tous vraiment bien réussis. Donc, comme je l'ai dit, les orphelins Baudelaire, c'est les personnages principaux de cette histoire. Klaus, dans l'ordre de la fratrie, Violette, Klaus et Prudy Baudelaire. Chacun sont 3 personnages différents. Violette est l'aînée. C'est une inventrice, genre depuis l'âge de 6 ans, elle a commencé à inventer. À l'époque où l'histoire commence, elle a 16 ans, je crois, si je me trompe pas, elle a 16 ans. Là, ça 14, je crois. 14 et il a 15 durant l'histoire. Elle a 15 ans au plein milieu de l'histoire. Et Prudy a, je crois, 1 an, si je ne me trompe pas, et approche des 2 ans. D'ailleurs, elle prend un... Voilà quoi. Ensuite, donc là, lui c'est plutôt le grand lecteur de la famille. Tout ce qu'il dit, il le retient. Il n'y a pas un détail qu'il oublie. Alors si tu as un problème avec un truc, tu peux lui demander à peu près tout ce que tu veux. Il a un nombre incalculable de mots, même super compliqués, dans sa mémoire, qui sont imprimés. Et donc, tout ce qu'il a lui, il a emmagasiné plein de choses à savoir. Et Prudy, c'est un peu pas le comic relief de l'histoire, ni le gag, quoi, mais c'est le bébé vraiment utile à tout. Je sais comment je dis ça, ça fait très dégradant, mais c'est vraiment... bon, là j'ai pris le tome 11, l'avant-dernier, parce que j'ai pas trouvé d'autre. C'est genre vraiment, elle est caractérisée par le fait que quand elle parle, on comprend pas grand chose. C'est vraiment le mot bizarre. C'est vraiment pas toujours clair ce qu'elle raconte. Mais bon, ses frères, eux, la comprennent. Ses frères et sa sœur les comprennent, donc ça va. Et voilà, ensuite, le comte Olaf est un... Je vais pas dire le mot, mais bon. C'est une sacrée crapule, quoi. Il est accusé de plein de choses, de meurtre, de vol, d'incendie criminel. C'est vraiment le... Et bon, le gars de voir, ça part au bon côté de rencontrer. Alors, il y a 13 tomes. Et voilà.
le film qui est sorti adapté les 3 premiers tomes. Donc tout commence par le laboratoire serpent et Ouragan sur le lac. Et après la série a adapté en 2 saisons, parce que la 3ème saison va arriver bientôt, je crois en début d'année, en janvier 2019. Adapte basiquement les 4 derniers tomes. Laissez-moi me rappeler. Voilà. La saison contient 8 épisodes. La saison 2 en contient 10. Et la dernière, on a compté automatiquement 8. Alors pourquoi 8 alors que c'est que ils ont fait un truc assez bien qui leur permet d'adapter chaque livre au complet avec quelques détails qui sont en moins ou en plus, tout en évitant d'occulter certains détails. Ils ont décidé d'adapter un livre en 2 tomes. La saison 1, l'épisode 1 et 2 adapte la premier tome. L'épisode 3 et 4 le deuxième, l'épisode 5 et 6 le troisième, et l'épisode 7 et 8 le 4ème tome. Et ainsi de suite dans la saison 2, l'épisode 1 et 2 le tome 5, l'épisode 3 et 4 le tome 6, le tome 5 et 6, les épisodes 5 et 6 le tome 7, l'épisode 7 et 8 adapte le 8ème, et l'épisode 9 et 10 adapte le tome 9. Et ainsi de suite pour la saison 3. La saison 1 et l'épisode 1 et la saison 2 adapteront le tome 10, l'épisode 3 et 4 le 11e, l'épisode 5 et 6 le 12e, et enfin l'épisode 7 et 8 le dernier. D'ailleurs c'est très sympathique, comment c'est mis, c'est en mode, c'est marqué très sympathiquement en mode la fin de l'histoire. Grosso modo, c'est vraiment genre, c'est pas genre en mode une histoire super sympa. Bon, déjà de base, on commence l'histoire en présentant le personnage et juste après, on nous apprend les parents sont morts dans un incendie, d'où le nom orphelin, évidemment, les deux. Donc ensuite, ils passent d'un tuteur à l'autre. Basiquement, l'histoire, excusez-moi, je regardais pas, de chaque tome, donc chaque épisode, c'est la même chose. Ils vont chez un tuteur. Et il se passe à peu près des choses bien. Et on va pas jouer plein de 2 comme l'épisode 3 et 4. Donc ça se passe plutôt bien. Commence à se dire oh ça ira. Et pam, le contrôle arrive et met la pagaille. On va me dire oui c'est un spoil mais les gars c'est un peu le méchant principal de l'histoire. Donc automatiquement si c'est dans toute une série il va revenir. Ceci dit à un moment je dis à quelqu'un que genre c'est dommage qu'ils aient repris le méchant pour une saison qu'ils aient étalé sur 2 saisons. Son archétype à la limite ils auraient pu le finir à la fin de la saison 1. Donc après ils l'ont pas fait. Il me reste inconnu. Mais pour celui-là, je m'en plains pas. Un peu moins on va dire parce que ils ont prévu de faire différentes adaptations, donc de faire tous les tomes de la série. Et sur toute la série il y a un seul méchant. Relié au grand mystère de toute l'histoire. Donc basiquement, voilà. Bon, par le tome 1, c'est quand on apprend à avoir des parents, le premier tuteur qui est le Olaf, et tout ce qui leur arrive jusqu'à ce qu'ils partent de chez lui. Le tome 1, c'est tout le début, hein. On découvre que les parents sont morts dans l'incendie, ils arrivent chez Olaf, il y a le plan qu'on trouve Olaf, mais et Olaf, oui, c'est ce que je voulais dire, tient absolument, et par tous les moyens, à avoir la fortune Baudelaire. La fortune Baudelaire qui s'élève à... On ne dit pas clairement parce que c'est que la totale de la fortune Baudelaire, mais en tout cas, c'est un sacré magot pour attirer un scélérat dans ce jeu-là. Donc les tomes respectivement sont faits sur le même truc. Ils présentent quelque chose d'intéressant et à partir du tome 4 je crois, ou du tome 5 je sais plus, ils nous présentent le fameux mystère de VFD. Et donc c'est VFD. Non, VDC, pardon. VDC, c'est dans le livre. Et donc, à part ça, il y a plein de choses. Par exemple, il y a plein de choses avec des acronymes où on entend VDC. Et donc, on dit, ah, mais c'est ça. Et finalement, bah non, c'est pas ça.
D'ailleurs, je crois même qu'à la fin des tomes, ils ne savent pas grand-chose. Hein. Ça veut dire que j'ai rencontré plein de gars qui en faisaient partie de cette organisation. Ils se trouvent même dans leur quartier général. Je ne dis pas plus comme ça, spoil. Et enfin, bah... voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Franchement, pour quelqu'un qui a lu les tomes et qui voit la série, bah, t'as plus vraiment de surprise. Que comme t'as vu les tomes, tu sais très bien de quoi il s'agit. Quand tu vois que la série, tu vois que les épisodes, que tu vois que les tomes, si t'as envie de lire, t'as pas voir les personnes. Bah, t'as un peu la surprise parce que tu sais pas ce qui va se passer. Il y a des années d'accent, mais bon, voilà. Alors, je veux dire que la série, je l'ai trouvée très bonne, franchement. Bon, donc c'est pas un genre de série où tout va bien à chaque fois. Hein. C'est une série où vraiment il te lâche pas. De A à Z, c'est que des catastrophes. Mais bon, c'est adapté des livres et donc, comme dans les livres, ça va de A à Z, d'embrouille à embrouille. Et ben on fait pareil. Et franchement, c'est très bien mis. Entre autres, certains trucs qui m'ont marqué dans la série, la mise en scène du combat entre Dr. Orwell, qui est une opticienne, alliée du comte Olaf, mais assez mauvaise. Qui se bat. Et là, vous allez me dire, what? C'est quoi ce délire? Mais pour ça, il faut comprendre, il faut lire les livres ou voir l'épisode en question. Donc, l'épisode 7 et 8 de la saison 1. Contre Pruny. Et donc, ça fait un combat entre des dents de Pruny, en fait, dans le Pruny, et la canne épée du Dr. Orwell. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc? What? C'est complètement barré. Mais bon, ceci dit, franchement, ça part vraiment en grand délire. Mais bon, c'est un élément adapté de la série, donc. Toi, c'est magique. Ah, désolé, j'avais tellement envie de la faire celle-là que je peux plus l'empêcher. Donc voilà, c'est vraiment du tout bon cette série. Franchement, il n'y a vraiment pas de. À part un ou deux détails qui m'ont un peu dérangé, mais bon, c'était qu'un minuscule détail. Par exemple, le fait qu'ils ont changé le nom de l'organisation, c'est passé de VDC, donc, que tout le monde connaissait dans les livres, à VFD. Mais bon, franchement, c'est vraiment du chipotage, quoi. Et c'est vraiment, si tu connais les tomes, que à ce moment-là seulement tu comprendras que c'est une différence. Et encore, c'est vraiment pas dérangeant. Donc on va peut-être un peu l'auteur et dire oui, mais la tante machin, là, dans le tome 3, désolé, j'ai pas le nom de la tante Agrippine, voilà. Dans les tomes, c'est une personne. Là, c'est une femme, de toute façon, donc il prend une femme. Dans le film, vous avez fait une femme blanche, donc une femme d'ethnie, bah, comme tout le monde, et ils ont décidé de faire une femme noire. Alors, franchement, c'est pas raciste. Je vois pas en quoi c'est dérangeant. Mais d'autres, ça pourrait déranger parce que c'est pas une vraie personne. C'est un peu le même coup quand ils ont fait Hermione Granger dans la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, où ils ont pris une femme pour jouer Hermione Granger dans la pièce de théâtre, Hermione, une femme noire. Ça a été critiqué parce que machin, Hermione c'est pas une femme noire, c'est une femme blanche, mais ça a été surtout mis en comparaison avec Emma Watson, l'actrice donc qui est blanche dans la série Harry Potter. Et J.K. Rowling donc a répondu que pour elle que c'était un bon choix, il n'y avait pas de problème vu qu'elle n'avait pas spécialement écrit son personnage pour être noir ou blanc. C'était pas prévu pour être l'un ou l'autre. Donc pour elle, ça ne dérange pas. Moi, personnellement, je suis aussi de cet avis-là. J'ai pas vu la pièce de théâtre, mais je parle dans cette série. Certains qui sont vraiment fanatiques de l'œuvre originale pourraient dire oui, mais machin, c'est pas censé être noir, machin. Les gars, à aucun moment dans les livres, on nous dit est-ce que cette femme est d'ethnie blanche ou si c'est d'ethnie noire. Excusez-moi, c'est de la peau colorée, de la peau noire, bien blanche. On dit juste que bah voilà, c'est une tante un peu vivant un peu perché. J'essaye de le dire, mais c'est le cas. Elle vit perchée au-dessus d'un lac. Donc elle a peur. Parce qu'elle a perdu son mari. Avec ce lac. Ce qui est assez contradictoire, je trouve, étant donné que donc Madame Agrippine, donc tante Agrippine, a peur du lac, mais vit sur un plateau rocheux qui est au-dessus du lac.
Vous comprenez la contradiction ou pas? Ah là là. Donc ça, c'est juste un détail. Aussi un truc que j'ai pas beaucoup aimé, parce que je trouvais que ça cassait l'archétype du personnage, le comte Olaf. Bah, c'est bon. Moi, le comte Olaf, j'ai connu dans les livres. Ensuite, j'ai connu avec Jim Carrey, qui l'a joué dans le film des machins, là, des enfants de la lumière. J'ai rien contre ce film, hein. Jim Carrey joue très bien le gars un peu starbé et un peu dérangé. Là, aucun problème. Dans la série, le gars qui le joue, je passe mon tête, désolé, aussi est un très bon acteur. D'ailleurs, pour ceux qui regardent des séries Supergirl, et à moi je me trompe, celle qui joue Violette, c'est l'actrice qui joue Supergirl, la série là, qui est sortie là, cette année, enfin, qui a commencé il y a pas longtemps. Un enfant. Bon, je sais pas si vous en avez quelque chose à faire ou pas, mais voilà, je voulais le dire. Donc le compte Olaf, mais bon ça c'est personnel, mais pour moi c'est quelque chose qui détruit l'arc du personnage. T'as envie de dire oui, mais dans d'autres séries animées ou autres, dans d'autres films animés, il le faut. Mais ça me dérange pas, pas plus que ça, parce que pour moi, je me dis que c'est un gars qui, genre, n'est pas là pour ça, quoi. Genre, il y a quel moment il le faut. Bon, je continue. Dans l'épisode, excusez, dans, je sais plus, je crois, l'ascenseur de la peur, donc le tome 6, je crois. Ouais. Donc dans l'épisode donc, qui a été adapté dans la série, la saison 2, l'épisode 3 et 4. Donc je crois que c'est l'épisode 4 où ils le font chanter. Ça va dire oui mais c'est pas grave, c'est un détail. Mais pour moi, le contre là, je suis une personne qui est machiavélique et qui n'est pas du genre à chanter. Mais bon, ça c'est personnel tout ça. Je dis, il y a beaucoup de choses très bonnes, il y a tellement peu de choses mauvaises que limite tu me retrouves à chipoter sur les détails. Vous vous rendez compte? Je t'ai est-ce que j'ai plus ma caméra de commande, j'ai plus le retour vidéo qui me permet de savoir si je suis bien cadré ou pas. Dites-le moi hein, si je suis mal cadré, comme ça je saurais comment me placer le plus. Ça verra rien parce que je suis après la vidéo, mais bon. Donc voilà, je crois que c'est tout. Bon, si vous voulez, je vous dis rapidement qu'est-ce qui. De quoi parle chaque tome. Le tome 1, je vous l'ai dit. Le tome 2, les orphelins se trouvent chez Oncle Monty, qui est un herpétologue. J'ai oublié, je crois que c'est un herpétologue. Bon, je vais parler. Rapidement, j'ai oublié le nom, mais il faudrait que je revoie. C'est quelqu'un qui étudie les serpents. Donc, c'est lui, il décide d'aller au Pérou. Il décide d'aller au Pérou. Et au final, il se passe ce qui se passe. Le contrat arrive et les mecs repartent. Dans le tome 3, ils arrivent chez Tante Agrippine. Qui habite au-dessus d'un putain de rocheux, qui avait son mari et des gars, si je me rappelle bien. Je crois bien que c'est ça. Et tout se passe bien, il commence un peu. Elle est un peu. Pas spéciale, mais un peu pérouse de tout. Les portes de poignée, les portes, attention comment on les ouvre, le chauffage qui fait des repas à base. En régie à base de repas froids. Oui, c'est pas une blague. Donc là, quand on arrive, les enfants. La grande est portée disparue, les enfants vont la chercher. Et finalement, il la retrouve et bon, il se passe ce qui se passe, le compte est toujours là, et ils s'en vont. Et la petite différence avec la série et les livres, ils arrivent à la série Fleuron Lobel. D'où le nom que je parle à la série. Ils font un truc assez. Pour ça, c'est plus rattaché au livre, ou à la série, dans lequel les parents sont clairement partie de l'organisation VDC ou VFD dans les séries. Et on plante le mystère de la série, de la ville Fleuron-Lobel qui a cramé. Pourquoi, qui est, dont le mystère fameux, machin, VFD, machin, truc, machin, et les parents qui pourraient y être mêlés. Et tout ça pendant un moment, ça fait partie du scénario de l'épisode, des 2 épisodes. Le double épisode, c'était 8 de la saison 1. Donc ils y arrivent. Dans le livre, c'est Monsieur Pau qui les y emmène. Dans la série, c'est eux qui avec leurs petits pieds. C'est pas très sérieux comment je dis ça, mais bon. Et ils arrivent là-bas, ils se font embaucher, si on peut dire comme ça, dans la série.
Chacun des enfants. Oui, c'est une série où on embauche aussi bien des enfants que des adultes. Presque on est pour ou contre le travail des enfants. C'est pas quelque chose dans lequel je vais me lancer. De nos jours, la loi est telle qu'un enfant en dessous d'un certain âge, je crois 16 ans, ne peut pas travailler. Et d'ailleurs, même faire travailler des enfants, des jeunes enfants, je trouve ça assez cruel. Donc ils arrivent, quand arrive, il se retrouve avec le docteur Orwell, qui fait ce qu'il fait. Et il y a même un moment où Klaus est un peu parti loin. Cette vidéo est un peu longue par rapport aux 2 jours. Derniers jours. Les derniers jours. Donc voilà, finalement ils s'en vont. Et alors pas dans la saison 2. L'adaptation dans la saison 2. Mais sinon c'est la suite, hein. Par rapport à la série, je parle. La saison 2, donc, ou le saison 2. Ça se passe dans l'adaptation des épisodes dans la série. Dans la série, donc la saison 2. Et là on est dans le top 5. Dans le top 5, ça arrive un collège où on décide de les scolariser. Alors là, c'est. Je vais essayer de me rappeler, mais je sais plus. Isadora. Ah, voilà. Isadora et Duncan, Isadora. Techniquement, ils sont pas comme des joueurs avec des triplés dans le troisième, et moi, dans l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents. Il y a beaucoup d'incendies dans cette histoire. Donc, ils se rencontrent au collège, ils font leurs affaires de collégiens, et on nous dit clairement, on présente clairement un début d'histoire d'amour entre Violette et Duncan, et Klaus et Isadora. Donc pour personne qui sait ce qui s'est passé au final, c'est pas très joyeux, hein, comme on dit. Finalement, le gros arrive, comme d'habitude, hein, c'est un peu le méchant principal de toute l'histoire. Il met la zut, il essaie comme d'habitude d'avoir un moyen de récupérer leur pognon. Et ça, c'est l'image du tome 12. C'est là dans l'hôtel, c'est vrai qu'il y a une croche. Et évidemment, on finit par partir avec des orphelins. Donc, je vous dis pas lesquels, mais en tout cas, il part avec. Non, même pas. Vous savez quoi? Bon, voilà. Un peu plus tard, donc ils repartent après avoir essayé d'arrêter le contre la, comme d'habitude toutes les histoires, essayer de l'arrêter. Bon, à chaque fois, l'inutilité de Monsieur Faust, on va dire oui, machin, j'en sais pas, c'est un adulte. Oui, mais quand c'est plus les enfants qui se sortent des problèmes que l'adulte, on peut dire que l'adulte est inutile. Désolé. Lui, c'est une révolution, moi. Mais bon. Voilà. Le tome 6 commence quand ils arrivent au 663 boulevard Noir. Pourquoi noir? Parce que la plupart du temps, c'est dans le noir. C'est littéral. Il se retrouve chez Monsieur et Madame Deschmezer, si je dis comme ça. Avec comment ça s'appelle, Esme, Gigi, machin, bidule chouette, là, il a au moins 15 000 noms dans son truc. Attention, je ne me moque pas des personnes qui ont plusieurs noms dans leur prénom, quoi, mais leur prénom. C'est juste que dans le truc, c'est ridicule, quoi. C'est limite quand elle se présente à chaque fois, c'est je suis Esme, machin, Méa, Médine, nanana, Deschmezer. Qui des spoilers. Contre Olaf. Et là, c'est mon déguisement préféré. Ah oui, dans intéressante. Olaf, comme il revient à chaque fois, il est obligé de se cacher. Du coup, moment, il est recherché par la police. Même à chaque fois, il revient pour pas se faire griller. Notamment suite à ses actions avant l'histoire et après le tome 1 et le tome 2. Ou l'épisode 3, 1, 2, 3, 4 dans la saison 1. Donc à chaque fois, il vient déguisé. Après le tome 2, il vient déguisé. Donc là, il se déguise en commissaire-priseur, je préférais quelqu'un qui dirige les ventes aux enchères. Et mon dieu, il est censé jouer un commissaire-priseur allemand. Alors ça va me dire, oui, c'est ridicule ça. Mais juste pour... Rien que pour ça, si vous voulez juste voir donc un acteur jouer comme ça,
Et juste pour délire avec l'accent dont tu fais preuve, allez voir donc lire le tome 6, donc des Orphelins Baudelaire, ou bien les épisodes 3 et 4 de la saison 2 des Orphelins Baudelaire. À votre choisir. Bon, il faut vous dire quand même que chaque épisode dure environ 48-50 minutes. Hein. Donc prenez au moins 2 bonnes heures pour voir chacun des épisodes. 1h40, mais bon, on est gentil. Donc dans le tome 7, il se retrouve à nouveau suite à un indice sur ce qui pourrait être VDC. Il se retrouve, cet épisode sera un peu plus long que les autres, désolé. Il se retrouve dans la ville de VFD, qui finalement s'avère être une ville hein, dans laquelle il se retrouve à devoir s'occuper de toutes les tâches ménagères des habitants de la ville. Attention, ce n'est pas un message contre les femmes. D'ailleurs, il n'y a pas que les prédits qui le font, d'ailleurs, c'est tout le monde. Oui, j'ai failli passer par un féministe, pour un anti-féministe, désolé. Finalement, le compte arrive, et là commence la cavale des Baudelaire. Alors pourquoi la cavale des Baudelaire? Parce que à ce moment-là, ils sont considérés comme... j'ai pas envie de dire un spoil. Mais je suis obligé parce que sinon vous ne pourrez pas comprendre la suite. Ils sont considérés comme des criminels. Je ne dis pas plus de détails parce que vraiment je vous laisse ça découvrir dans les épisodes de la série ou bien dans les tomes si vous avez envie de les lire. À partir de ces épisodes-là, et donc des 7 tomes qui suivent, celui-là plus les 7 des 6 autres tomes qui suivent, donc l'épisode 7, 8, 9, les tomes 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et à partir des épisodes 5 et 6 jusqu'à la fin de la série, dans la saison 2, dans la saison 3 après, je serai comme les criminels, donc obligés de fuir, et s'en vont loin. Et là, c'est le moment où Pruni marche pour la première fois. Ouais, ça a réussi. Je suis enthousiaste. Est-ce que il y a une... Bon, on continue. Le tome 8 s'appelle Panique à la clinique, si je me trompe pas. Donc, comme son nom l'indique, pas subtilement, les enfants se retrouvent dans un hôpital. Apparemment, c'est dans l'hôpital géant. Il y a au moins 15 000, je rigole, il y a au moins une trentaine de parties et de spécialités dans l'hôpital. C'est vraiment un hôpital labyrinthique. Donc, c'est pas très bien reflété dans la série, mais c'est clairement montré avec les plans qui n'ont aucun sens. Donc, bonne chance pour se retrouver. On l'a fait retrouver comme d'habitude. Avant, finalement, on se retrouve avec le mystère du sucrier à retrouver. Je crois pas dans les tomes, c'est résolu, ce mystère du sucrier. Qu'est-ce qu'il contenait et pourquoi il était là? Pourquoi tout le monde y faisait attention? Pourquoi tout le monde le cherchait? Pas surtout SB qui fait attention, mais pourquoi? Genre, what? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les tomes, on donne beaucoup d'intelligence. Qui a volé le sucrier? Évidemment, dans la série, ce serait Béatrice, puis les Monistiquettes, donc qui serait l'auteur de l'histoire, qui a existé mais qui a vécu dans le monde extérieur toute l'histoire. Je sais pas comprendre, c'est comme ça. La série, on a peur un peu plus. On nous montre clairement quelqu'un l'a récupéré, quelqu'un l'avoir posé, quelqu'un l'avoir en garde. Et il nous demande de VFD ou de VDC dans le nom original. On sait vraiment rien. Pas un copec d'informations. De A à Z dans les livres, c'est un mystère. On a découvre par-ci par-là des petites choses sur l'organisation secrète VFD ou VDC dans les livres. Oui, avec deux noms différents pour la même chose, c'est compliqué. Hein. En ce qui concerne la suite de l'histoire, donc le tome 8, d'ailleurs, pour cette histoire, Violette désolé pour ceux qui ne le savaient pas, et désolé si vous prenez ça par un spoil, mais Violette passe à un cheveu de la mort, et quand je dis à un cheveu de la mort, c'est littéralement un cheveu de la mort. Je ne sais pas sur quoi dans quelques situations, mais sachez que c'est dans cet épisode, deux épisodes qui concernent l'histoire de la clinique, ainsi que le tome 8, Violette passe à un cheveu de la mort. À vous d'aller voir les épisodes où... Bon, elle s'est pas tuée, on lui passe pas vraiment le truc parce qu'elles sont pas de mourir, mais vraiment elle a un cheveu quoi. Ouais, 2 fois. Son frère et sa soeur aussi, mais bon. Son risque de se faire aplatir par quelque chose. Mais bon, ça c'est autre chose.
Le tome 9, il le tue toujours, hein, se retrouve dans la fête féroce. Et là, c'est une fête foraine dans laquelle il se retrouve à jouer les monstres. Pourquoi? Je vous laisse ça découvrir dans les histoires. Donc l'épisode 9 et 10 de la saison 2 de la série et le tome 9 des livres. Donc après ça, 10, 11, 12 et 13 n'ont pas été adaptés dans la série. Ils devraient arriver dans la prochaine saison. Et on va penser qu'on suit les livres, ça va à peu près de quoi ça va parler. Tout le temps à jouer les monstres. Jusqu'au moment où Olaf arrive, comme d'habitude. Hein. D'ailleurs même, ils ont simplement que Olaf n'est pas du tout loin d'eux quand ils sont dans cette fête féroce. Et il décide de s'en aller brinque-ballante au-dessus des monts Calico, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, c'est dans la RPI qui se trouve. Donc, c'est au mont Calico pour aller sur le quartier général des VNDC ou VFD dans la série. On découvre une fameuse Madame Lulu. Madame Lulu, excusez-moi, je suis pas fatigué. Qui est un gros mystère dans la série, dans les tomes. Elle nous donne quelques informations sur le VFD, ce qui est une qualité. C'est simplement une personne inconnue dans les tomes et qui est censée gagner la confiance des Baudelaire. Bon, finalement, ce qu'elle en fait, bon, c'est pas très joyeux. Mais là, la série, ils ont fait quelque chose d'un peu plus cruel, je dirais, parce que dans les livres, si Madame Lulu les trahit ou pas, ça n'a pas d'importance, dans le sens, ils la connaissent pas. Ils n'ont pas vraiment d'attache avec elle. C'est vraiment en mode, bon bah, elle est là, quoi. C'est pas vraiment qu'elle. On la connaît pas. Tandis que dans la série, c'est quelque chose de plus cruel qu'ils font. Donc le fait qu'elle les trahisse ou pas est marqué. Ça veut dire, en plus, elle les connaît. C'est pas genre en mode, elle les connaît pas. Elle les connaît littéralement. Elle sait qui c'est. Et eux savent qui elle est, donc. Voilà quoi. Mais bon, toutes les raisons sont données. Même si je comprends pas beaucoup qu'on le fasse malgré tout. Bon, je dis comment finit Madame Lulu dans les livres et dans la série, c'est vraiment la même chose. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Parce que dans l'histoire de la tome, c'est moins touchant que Madame Lulu meurt. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Madame Lulu part. Parce qu'on la connaît pas, on sait juste que c'est une Madame foraine et qui a fait quelque chose au bas de l'air. Tandis que dans la série, Madame Lulu, on la connaît. On s'y est attaché, elle a eu sa love story, parce qu'elle arrive là-bas. Enfin, la même Lulu de la série. D'ailleurs, dans la série, on fait genre plus un titre. Que Madame Lulu, c'est pas vraiment un personnage, c'est un titre. Genre, à un moment, Madame Lulu est là, mais comme elle est pas là, donc un autre membre des VFD va la remplacer. Et que dans l'histoire, c'est vraiment un membre des VDC qui est juste là-bas. Qui est un peu à l'entrée vers où se trouve le quartier général. Le tome 10, désolé pour l'accent, donc avant celui-là, commence avec tout d'abord la suite directement des Baudelaire qui font une chute dans les montagnes avec un carriole qui va en roue libre en arrière durant les montagnes. Bruni qui est avec Olaf, ou plus exactement qui a été enlevé par les Olaf. Il essaye de monter la montagne, il rencontre des moustiques dangereux, il s'en rencontre un groupe de joyeux scouts. J'ai oublié le nom du groupe, mais sûrement on en saura un peu plus dans la saison épisode 1 et l'épisode 2 de la saison 3. Mais le nom du truc de scouts, c'est machin scout. J'ai oublié le nom. Ça fait très sérieux, vous avez remarqué. Donc ils se retrouvent là-bas, dans des scouts. On rencontre le fameux frère, donc le triplé Baudra. Pas le triplé, les trois, mais genre le troisième. Troisième du triplé Baudra. Mais est-ce que c'est bon, triplé. Enfin. D'ailleurs, pourquoi il l'a adapté celui-là? D'ailleurs, même la scène où ils se rencontrent. Parce qu'en mode, il faut un peu en mode code secret pour se reconnaître. Ils se disent, on sait jamais s'il y a un gars de VDC, ou dans la série peut-être VFD, qu'ils le font. Il faut en sorte de le reconnaître avec un membre qui connaîtrait. Où les gars ils disent pas de choses en tenant les fameuses trois initiales, donc disant des mots dans leur phrase avec les trois initiales. On appuie bien dessus pour que tout le monde comprenne, ou du moins les personnes concernées comprennent.
Donc finalement, ils arrivent au père, au QG dans le Mont-Calico de l'association de l'organisation RDC ou VFD pour la série. LDC slash VFD, c'est rapide. D'ailleurs, dans la série, il y a un certain gars qui s'appelle Larry. C'est juste Larry, votre serveur. C'est assez rigolo comme personnage, mais bon, c'est un détail. Je check le timecode. D'ailleurs, on y est presque à la fin. Mais bon, c'est vraiment pour quelques détails. Pour ce qui se fond dans la masse à chaque fois. Et des trous. C'est des trous. Vous allez dire, voilà, les trous attendent des stations 3, si vous voulez la regarder. Donc finalement, le Tom se finit sur un glacier qu'ils font. Ils se trouvent à surfer dessus. Et ils perdent de vue Quigley, je sais pas comment ça se dit. Et ils se retrouvent aveuglés en espérant essayer de trouver un endroit où ils pourront se retrouver. Ou du moins être en sécurité. Et Connie, je ne veux pas dire plus. Il faut juste que Connie les retrouve. Quoi. Le tome 11 est un tome sous-marin. J'ai pas d'autre nom les gars, parce que littéralement ça se passe dans un sous-marin. Après avoir dérivé un peu partout. Ils sont récupérés par un capitaine. Alors, est-ce que on nous dit quelque chose sur le nom du capitaine? Non. Juste qu'ils disent souvent ah voilà. C'est le sous-marin qui s'appelle Creepy. Et je crois, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Phil. Et ils disent chaque fois aïe en mode oui, on a compris. Et ils ont une devise qui est celui qui hésite est perdu. Ou celui ou celle pour notre fameuse un personnage qui est introduit dans juste pour le tome. C'est vraiment juste pour ça. Qui est Fiona. Une jeune fille pour qui au final Klaus aura le béguin. Et ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Donc il faut différentes découvertes, différentes aventures, une mission de la grotte Gorgon, dont le nom. Ils sont confrontés à la mort pour la 3e fois de la série, je sais pas plus d'ailleurs. Je crois pas que c'est la première fois qu'ils sont confrontés à la mort, mais en tout cas c'est une des fois où c'est vraiment marqué quoi. Ou en tout cas le trio ou un des... La deuxième fois où tout le trio est menacé de mort, face à la mort, et la 3e fois où au moins un des membres y fait face. Ouais, parce que je crois que Juliette n'a affronté qu'une seule fois un danger de mort toute seule. Je crois me rappeler que c'est comme ça, sinon je peux me tromper aussi. Hein. Faut que Pruni a connu une deuxième fois une situation de mort, vu qu'elle s'est trouvée à devoir affronter une lame. Donc oui, c'est la deuxième fois. Et Klaus a affronté une seule fois. Je crois que c'est une seule fois. Moi je me trompe, hein, mais... 2 fois. Avec par les 2 fois où ses soeurs et lui étaient là. Ils affrontent au moins 2-3 fois la mort, soit en mode solo, soit en mode trio. Je ne dirai pas plus. Donc finalement, ils se retrouvent à être sur Terre. Je crois qu'ils ont été déposés par le sous-marin. On découvre aussi un lien familial d'un personnage avec un des gars de la troupe du Contre-Laf.
Et il se retrouve à partir avec une certaine Kit Snicket, qui est la sœur de Molly Snicket, donc l'auteur du livre, dans le livre évidemment. On se retrouve, et donc qui est la sœur de Jack Snicket, qui est le frère de Molly Snicket de l'histoire. Donc ça, c'est fait. Ensuite, le Tom Edwards se passe dans un hôtel. Il s'appelle le Pénultième Péril. Alors, Pénultième, le Pénultième Péril, je sais pas. Pénultième. Aucune idée. En tout cas, c'est l'avant-dernier. C'est expliqué dans les livres comme étant, genre, ça désigne l'avant-dernier. C'est vraiment le... Il est presque. Et on se retrouve avec tous les membres de VDC, peut-être ceux de VFD pour la série, pour les épisodes 5 et 6 de la saison 3, qui sait. Avec un jugement, mon Dieu, ce jugement. Une pagaille, ce jugement. Il faut vraiment lire le tome pour comprendre. Les enfants, suite aux aventures des tomes précédents, sont envahis par Kit Snicket pour comment dire, aller s'occuper dans un hôtel et se fondre dans la masse parce que le fameux jugement de notre cher contre Olaf se passe. Ça va. Et trouver un des jumeaux d'une famille proche de VDC. Et là-dessus, au final, on découvre qu'il y a un troisième qui a créé l'hôtel. On sait vraiment pas trop comment ça... Au final, on découvre certaines choses, sur de quel côté sont les deux frères, tandis que le troisième du trio, de quel côté il est. Ouais, c'est un peu pagailleux, cette histoire. Et il y a le comte Olaf qui s'enfuit en mer avec les orphelins de l'air, au final. Et on retrouve presque tous les gars de VDC / VFD qu'on l'a vu auparavant. En tout cas, du moins ceux qui sont pas morts. C'est vraiment un tome très calme. Allez, on retrouve la fameuse Carmelita Spatz du tome 5, qui est assez désagréable. Et qui l'est encore plus dans la série. Je suis sérieux. Je crois même plus que... Je vous dirai pas un autre nom dans les autres séries parce que j'ai pas du tout j'ai pas du tout les noms, dans ce cas pas les bons noms avec les bonnes séries, donc je risque de m'embrouiller. Donc voilà. Et d'ailleurs elle reste là-bas avec Esme et je crois qu'elle meurt là-bas. Je sais plus. Et enfin le tome 13 c'est la fin de l'histoire, ils sont sur une île avec un membre de VDC, ils découvrent autre chose. Kit Snicket accouche d'ailleurs d'une petite fille. Oui, ne cherchez pas pourquoi. Elle atterrit sur l'île enceinte. Le comte Olaf meurt aussi d'ailleurs. Cette histoire. Alors, je crois que c'est la seule mort satisfaisante de toute la série, de toute l'histoire. En même temps, c'est normal, c'était méchant. Et il est révélé qu'il aurait un lien avec Kit Snicket. Mais elle lui dit peu importe ce que tu fais maintenant, ça ne changera pas ce que tu as fait. Voilà. Mais les enfants de l'air se retrouvent à partir, au final, à se faire un bateau avec la petite fille de Kit. Et se retrouve à devoir se débrouiller avec elle, se prendre en charge. Mais le livre finit avec les enfants qui partent en mer, rejoindre la civilisation. Moi, je fais très blasé parce que les deux tomes de fin sont pas très mouvants. C'est vraiment posé, quoi. Des trucs qui secouent, mais sans plus. Il me reste quelques trucs à dire sur plus sur la troupe du comte Olaf. À part Esme, il y a sa troupe principale, un homme au crochet, le gars au nez pointu, le chauve, les deux femmes poudrées là, enfarinées, et la chose, même une femme. Le gars au crochet, c'est un gars qui est normal,
le homme au crochet, l'homme au long nez, au crâne, l'homme chauve et au long nez, et le poudré et la chose, lui, homme et femme. Voilà. Qui, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc voilà, un gars au crochet. D'ailleurs, pour la série, ils ont utilisé un chauve pour le chauve où l'on est et un chauve pour le gars au crochet. L'effet du gars qui a des crochets à la place des mains est plutôt bien fait. Donc je pense que pour la série, ils ont dû utiliser un gars avec qui ils ont mis des trucs qui tient avec des crochets qui tient avec les mains. Enfin, c'est plus des trucs comme ça, quoi. Comme crochet. C'est plus ça, les crochets. Mais bon. Voilà. Le chauve, c'est plus un chauve, quoi, avec un nez pointu. Il y a des dames poudrées, enfarinées, comme disaient les Baudelaire. Dans les tomes, on le présente comme deux femmes plutôt blanches, mais genre blanches, genre plus blanches que ça, genre tu meurs, c'est pas comme une page, quoi. Bon, pas comme ce livre blanc qui est un peu sale, mais bon, voilà, quoi. Blanc comme la table, quand... Non, pas la table. En tout cas, elle est blanche, quoi. Comme le mur, blanc derrière moi. Mais il est un peu sale, mais voilà, quoi. Voilà, comme ça, blanc. Vous savez, le grillage, voilà, blanc, comme ça. Genre blanc, 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 hein. C'est pas genre blanc un petit peu blanc cassé, c'est blanc, blanc, comme la neige. Voilà, merci. Voilà, nous en font juste des... Mais dans la série, nous en font juste des mecs, des femmes, maquillés blancs. Et des vieilles dames. Dans les tomes, c'est suggéré qu'elles seraient sœurs, et dans la série, on nous fait juste que c'est vraiment des sœurs qui chamaillent tout le temps. Qui est une très bonne adaptation de ces personnages-là. Et dans le tome, on a... Dans le tome, on l'appelle la montagne. Parce qu'il n'y a pas vraiment de nom. Il a plutôt une voix bourrue. Il est tellement massif qu'on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme, il est toujours recouvert. Donc voilà. Il avait une bonne idée de la série. Mais comme... Bon, après, je sais pas si c'est vraiment... Certains peuvent dire que c'est une très bonne adaptation. Et bon, il décide de représenter le fait que ce soit quelqu'un qu'on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme, une personne qui est un peu des deux. Un peu d'homme, un peu de femme. Et qui fait notamment des blagues sur le fait que ce soit à moitié un homme et une femme. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas être dessus. C'est pas genre en mode ah, on sait pas genre si c'est un homme ou une femme, genre c'est dérangeant. C'est juste que bah. Il y a juste un truc délirant par rapport à un jeu, mais je m'étendrai pas dessus. Parce que j'ai pas envie. Et à un autre moment où M. Poe se retrouve face à lui, il joue l'infirmière. Ou l'infirmière, vous de choisir. Donc comme c'est les deux, donc voilà. Il le voit, il joue avec le masque et il dit ah bonjour madame, monsieur, madame, monsieur. Voilà quoi. Je suis très blasé, désolé. Donc voilà les amis. C'est la fin de la vidéo. On se retrouve demain, donc on va tout de suite après, parce que je vais tourner la vidéo juste après, pour parler d'une série tout court. Pas d'univers écrit, juste une série. Bye.